Oui, bonjour docteur. J'ai une question si dans vos recherches, est-ce que vous faites la différence entre le chanvre industriel où le taux de CBD est beaucoup plus diminué que par exemple Charlotte's Web, qui est une variété de CBD plante, mais qui a beaucoup plus de CBD comme 16 à 20%. Alors vous voyez bien qu'ici en France, on parle de ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire, moi je vous parle de la littérature et puis donc de ma clinique, c'est-à-dire des patients, comme l'a expliqué le docteur Ingold tout à l'heure, qui vont, eux, prendre un certain nombre de dérivés cannabiniques, mais on n'est pas dans le cadre de prescription ou d'essais cliniques avec des variétés ou des taux ou des cannabinoïdes bien précis. Moi, c'est le genre de questions sur lesquelles je ne peux pas répondre, mais je pense que les associations comme l'UFCM, Principe Actif et autres peuvent répondre parce qu'ils ont une connaissance de la réalité de ce qui fait du bien aux patients. Je suis désolé, mais justement, c'est bien pour ça, on devrait pouvoir avoir une clinique, la possibilité de prescrire, la possibilité de pouvoir, en pratique, s'approprier ce savoir que vous semblez posséder et que possèdent maintenant un certain nombre de médecins de par le monde, mais pas vraiment en France. Alors, là, ce que je trouve toujours moi le plus intéressant, c'est les écrits de Joseph Moreau de Tours. Je les ai relus avant-hier dans son bouquin de 1848. Il explique bien que ça va mettre le sujet dans un état de relaxation globale. C'est-à-dire que si, effectivement, à l'ancienne, on considère les états modifiés de conscience, le délire, les hallucinations et la dimension maniaque, les délires messianiques, les délires de toute puissance, comme des systèmes de défense, des mécanismes de défense, des symptômes qui sont, ce que disait Freud, il appelait ça des solutions de compromis par rapport à une angoisse dissociative qui pousse. On a donc un effet pharmacologique d'anesthésie, donc d'anxiolyse et de diminution donc, de la force des mécanismes de défense. Donc ça, par exemple, dans les états maniaques, et donc c'est ce qu'on peut observer aussi chez certains schizophrènes. C'est-à-dire que ça ne va pas traiter la schizophrénie, mais chez certains, et ça ne semble pas être la majorité, ça va exacerber le délire, le THC, mais souvent les schizophrènes utilisent le THC pour retrouver du délire, c'est-à-dire pour retrouver de la vie, alors qu'ils sont maintenant aujourd'hui sous neuroleptiques et qu'ils ont donc un appauvrissement, voire une sorte de mort de leur vie psychique. Et de l'autre côté, sur la dimension de l'humeur, oui, alors là, effectivement, donc on voit tout un tas de travaux scientifiques et des observations cliniques qui nous montrent que c'est un antidépresseur, c'est-à-dire que ça diminue la dimension négative, morbide, la péjoration de l'humeur, les idées de mort, etc. Et donc, sur les troubles dysthymiques, que ce soit dans les troubles de type maniaque, comme on disait au siècle dernier, ou dans la dimension dépressive, on peut penser qu'il y a une association d'effets, des effets pharmacologiques, des effets qui permettent aussi, sur un plan phénoménologique, de diminuer les mécanismes de défense, c'est-à-dire une succession d'effets positifs, de pouvoir définir de manière précise ce qui se passe. Je crois que ça, c'est au cas par cas. Mais phénoménologiquement, on a l'impression que... Et puis, il y a la façon dont ça va pouvoir jouer aussi dans l'accompagnement psychothérapique ou la réhabilitation psychosociale. Ça, par exemple, on l'étudie aujourd'hui beaucoup plus avec des substances psychédéliques, avec la psilocybine, avec de la MDMA ou de la kétamine, où là, il y a l'action pharmacologique du produit, et on voit bien que ce sont aussi des produits qui améliorent les capacités de mener la psychothérapie en déliant en fait le processus angoissant qui retraumatise d'une certaine manière, surtout dans les névroses traumatiques, et la capacité de faire un travail psychique de symbolisation sur ce réel de la mort ou sur les angoisses profondes, morbides qui sortent et qui dépassent les capacités de défense du sujet. Merci. On va prendre encore 2 questions et ensuite ce sera la pause. Donc Madame et ensuite Bertrand Lebeau qui nous fait l'honneur de sa présence et qui va sans doute poser une très belle question. Bonjour, merci, c'était très intéressant. J'ai une question par rapport en psychiatrie qui rejoint la schizophrénie. On a souvent accusé le THC d'être responsable et déclencheur
chez les adolescents et schizophrénie. Je me suis souvent posé la question si le problème n'était pas le mélange de nicotine, de tabac et d'herbe, de cannabis, qui pourrait aussi être deux molécules qui rentreraient en conflit, qui pourraient être déclencheurs de ce genre de problème psychiatrique. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Cette question-là, j'ai 35 ans personnellement, je travaille là-dessus. Toujours pas les idées extrêmement claires, hein. Je crois qu'il y a tous les cas de figure. Moi, je suis un clinicien, je fais de la clinique au cas par cas, et ce qui ne me plaît pas dans justement les appréhensions de la problématique au niveau des groupes, c'est-à-dire ce que va aborder l'épidémiologie ou la statistique, c'est qu'on va faire le lien entre une maladie hyper complexe, hyper paramétrale, dont les définitions d'ailleurs ne sont pas les mêmes suivant les époques, suivant les cliniciens, donc on a des problèmes de définition. On a des problèmes d'analyse de ce que c'est, hein, parce qu'il n'y a pas non plus de tests ou de cotation, c'est beaucoup de subjectivité. Hein, il s'agit de la condition humaine, comme disait Olivenstein. Et puis, voilà, aujourd'hui, est-ce que le jeune va plus prendre de cannabis parce que je sais pas quoi, il a une fragilité génétique ou parce qu'il a une vie tout à fait cabossée, il subit des traumatismes de son enfance? Ça, c'est pour ça que la question des troubles post-traumatiques est importante. On sait que chez des adolescents qui ont une histoire traumatique, ils vont plus facilement chercher du cannabis. Hein, pareil, chez les gens qui auraient un terrain dysthymique, hein, et ça, donc ça remonte à Ferenczi, etc., ils vont plus facilement chercher du cannabis, ou de l'alcool, ou des opiacés, ça dépend. Hein. Alors le jeune après qui va prendre du cannabis parce qu'il aurait une souffrance, une douleur irrésistible, quelque chose d'une fragilité. Aujourd'hui, moi, d'un point de vue clinique, je pense qu'il y a au moins autant de patients qui vont en bénéficier. Donc c'est pour ça que la dimension de faire un fossé étanche entre le récréatif et le thérapeutique, que d'un point de vue politique, en termes concrets, en termes de stratégie pour faire avancer les choses, je le comprends tout à fait et j'y adhère. Mais d'un point de vue clinique, c'est pas tout à fait sérieux comme type de séparation. Hein. Et puis, effectivement, oui, le cannabis, parce que, surtout la dimension THC, parce que ça a un effet d'hyperstimulation sur certains aspects de la vie psychique, et donc la possibilité éventuellement de dépasser ce qu'on appelle, nous, les psychiatres et psychanalystes de défense. Oui, ça va pouvoir avoir un effet trigger, un effet gâchette chez certains patients. Mais on sait qu'on rentre en schizophrénie, peut-être parce qu'on abuse de certaines substances psychédéliques, mais aussi parce qu'on a un chagrin d'amour, ou qu'on rate un examen, ou qu'on a une vie traumatique. Hein, ça, les premières études épidémiologiques là, plutôt intéressantes, c'est-à-dire les études de cas en matière d'addictologie qui remontent aux années 80 ou même avant, montrent qu'on est beaucoup plus souvent addict à quelque chose quand on a vécu des traumatismes, hein, et que dans la vie des enfants, il peut y avoir par exemple des attaques incestueuses, des agressions qui effectivement vont faire qu'au moment de l'adolescence, il vaut mieux avoir des produits un peu anesthésiants, un peu euphorisants, parce que sinon ça peut être la catastrophe. Donc je ne peux pas, moi, répondre. Alors, on sait, par exemple, depuis très longtemps, depuis en fait l'invention des neuroleptiques, que les schizophrènes ou tous les patients soignés aux neuroleptiques dans les hôpitaux psychiatriques avaient besoin même de récupérer les mégots dans les cendriers pour se stimuler. Donc là, c'est des interactions entre neuromédiateurs. Vous bloquez avec les neuroleptiques les récepteurs alpha, bêta, etc. Et donc vous redéclenchez sur le plan cholinergique un certain nombre de choses avec le tabac ou avec le THC. Le THC chez le schizophrène aujourd'hui, c'est un correcteur. Hein, comme l'étaient les antiparkinsoniens de synthèse, etc. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Les schizophrènes ont plus tendance à bénéficier des produits que les autres, sinon on ne les mettrait pas tous sous neuroleptiques, vous voyez. Et puis les schizophrènes sous neuroleptiques ont plus tendance encore à fumer du cannabis, parce que des fois, les doses utilisées de neuroleptiques ne sont pas franchement droit de l'homme. Oui, c'est une question qui s'adresse à Christian Sueur. Je crois avoir suivi sans difficulté la totalité de ton exposé, sauf un point qui m'a beaucoup surpris. C'est le moment où tu dis que les cannabinoïdes, le THC et le CBD du Sativex, sont des cannabinoïdes de synthèse. Alors, je vais faire un très bref commentaire. Lorsque je demandais à Nathalie Richard, qui, dans le cadre du groupe que dirigeait William Loewenstein, je crois qu'il n'est plus là, représentait la défunte AFSAPS, qui est devenue ANSM après l'affaire du Mediator. Je ne vais pas
épilogué. Lorsque je lui demandais pourquoi moi, qui étais médecin hospitalier, je ne pouvais pas demander une ATU nominative, c'est-à-dire l'ATU la plus restrictive, pas une ATU de cohorte, mais une ATU qui est donnée à Jean Dupont et pas à Pierre Durand. Pourquoi je ne pouvais pas demander d'ATU nominative pour le Sativex? Elle me répondait que la modification qui avait été faite à la demande de Kouchner ne portait que sur les THC de synthèse. Le diable est dans les détails, d'ailleurs j'avais jamais pris au sérieux cette histoire moi à l'époque, et que le THC et le CBD du Sativex étant issus de la plante, il était tout à fait impossible en France, y compris dans le cadre d'une ATU nominative, de demander, enfin on pouvait le demander, ça c'est pas un problème puisque ces dossiers ont été faits pour décourager la prescription par les médecins. On pouvait toujours demander, mais on était sûr de ne pas obtenir de Sativex. Il a fallu le décret de Marisol Tourelle pour qu'on puisse utiliser des cannabinoïdes issus de la plante. Donc, j'ai pas compris le moment où tu indiques que les 2 cannabinoïdes du Sativex, enfin, et probablement d'ailleurs le CBD de l'Epidiolex, ne sont pas issus de la plante, mais sont des cannabinoïdes de synthèse. Je veux dire que c'est d'une extrême gravité, Christian. Bertrand, tu as raison, c'est une erreur sémantique, je m'en excuse et je corrigerai ma diapo dès que possible. C'est effectivement donc des extraits. Mais c'est la question de la chimie en fait. Soit on synthétise à partir d'un précurseur avec des opérations chimiques et on fait un cannabinoïde de synthèse, et donc je parlais de la dangerosité de ces substances-là, alors que paradoxalement, ces substances-là issues de la plante sont certainement beaucoup moins dangereuses que les cannabinoïdes de synthèse. Donc j'ai écrit un peu vite, désolé camarades.